Bienvenue dans Codex de la Vengeance. Je m'appelle Leila Amin. J'ai 31 ans. Et le moment dont je veux parler en premier n'a rien de dramatique comme on pourrait s'y attendre. Il n'y a pas eu de dispute. Pas de vaisselle cassée. Pas de porte qui claque si fort que les murs tremblent. C'était plus calme que ça. Beaucoup plus calme. Et d'une certaine manière, cela a rendu la situation encore plus difficile. J'avais 24 ans. Assise à la table de la cuisine de la maison de mon enfance, celle avec le carrelage fêlé près de la porte de derrière, que mon père disait toujours réparer sans jamais le faire. Celle qui sentait en permanence la cardamome et une odeur ancienne, imprégnée dans les murs depuis des décennies. Ma mère se tenait près du fourneau, dos à moi, et mon père était assis en face de moi, sans me regarder non plus. Il fixait ses mains jointes devant lui, comme s'il allait dire la prière. Et il a dit : « Vous êtes un fardeau que nous ne pouvons plus porter. » Voilà. C'était la sentence. Bas de cris. Bas de pleurs. Prononcé comme on lit un bulletin météo. Factuel. Définitivement. Ma mère n'a même pas bougé des épaules. Je me souviens du bruit de l'huile dans la poêle, ce sifflement sourd et constant, et comment il a continué parfaitement imperturbable. Comme si l'univers avait décidé que ce moment ne méritait pas la moindre interruption. J'ai pris mon téléphone sur la table. Je l'ai mis dans ma poche. J'ai repoussé ma chaise. Je me suis levée et j'ai regardé mon père pendant ce que je savais déjà être un long moment, puis je suis sortie. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je notais tout depuis des années. Et je veux dire absolument tout. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé 7 ans plus tard, avant de vous parler de ce matin, où j'étais assis, en face de mon père dans une salle de conférence d'un immeuble, dont le bail portait le nom de ma société, il faut que je revienne en arrière. Car si je passe sous silence le milieu, vous ne comprendrez pas la fin. Et la fin n'a d'importance que grâce à tout ce qui l'a précédé. Mais avant ça, d'où regardez-vous cette vidéo ? Je veux savoir qui est avec moi en ce moment. Dites-le moi dans les commentaires. Et tant que vous y êtes, est-ce que quelqu'un vous a déjà fait sentir que vous ne valiez rien et que vous avez juste laissé tomber? Comme si vous l'aviez encaissé sans savoir comment réagir. C'était moi. Pendant longtemps. C'était entièrement moi. Permettez-moi de vous dire ce que les gens pensaient de moi. Ils me croyaient faible, distraite, le genre de fille qui entreprend des choses sans les terminer. Pleine d'idées mais incapable de les concrétiser. Plus décorative qu'utile. On ne me le disait pas ouvertement, du moins pas toujours, mais c'était sous-entendu. Parfois plus efficacement que des paroles directes. Par exemple, quand on demandait à mon frère Tariq ses notes à table, alors qu'on me demandait d'apporter de l'eau. Ou encore, quand les collègues de mon père, en visite, parlaient à Tariq d'ambition, d'avenir et de potentiel, puis se tournaient vers moi et me disaient, avec beaucoup de chaleur, « Et toi, tu dois tellement aider ta mère. » J'aidais ma mère. À l'époque, j'étais aussi en 3e année de licence de gestion d'entreprise, avec une moyenne de 3,8. J'apprenais le Python en autodidacte grâce à un livre de la bibliothèque. Et je gérais une petite activité de revente en ligne qui m'avait permis de rembourser discrètement une partie d'une facture dont mes parents ignoraient l'existence. Mais personne ne m'a posé de questions à ce sujet. Voilà ce que je veux dire quand j'affirme que le récit mensonger était omniprésent. Il n'était pas construit sur des mensonges à proprement parler, mais sur une vision sélective. Ma famille voyait ce qu'on l'avait conditionnée à voir. Une fille plus discrète que son frère, qui ne s'affirmait pas comme mon père l'admirait, qui étudiait une discipline aussi abstraite que le commerce plutôt que quelque chose de concret comme l'ingénierie ou la médecine. Il voyait une jeune fille qui lisait beaucoup, qui faisait de longues promenades en solitaire, qui restait parfois muette pendant de longs moments à table non pas par manque d'intérêt, mais parce qu'elle avait très tôt compris que dire la mauvaise chose de la mauvaise manière coûtait plus d'énergie qu'elle n'en valait la peine. Ce qu'il ne pouvait pas voir ou qu'il refusait de voir, c'est que le silence en moi n'était jamais une absence. C'était un stockage. J'étais attentif à tout. Permettez-moi de vous expliquer le contexte.
car je pense qu'il est important que vous compreniez qu'il ne s'agissait pas d'une seule personne déraisonnable. C'était un système familial, construit sur plusieurs générations qui avait décidé, discrètement, de la valeur de chaque individu, et qu'il avait communiqué à chacun de manière si constante et si normalisée que nous l'avions tous accepté comme une évidence. Mon père, Samir Amin, était arrivé dans ce pays avec $40 et une valise. Et il désirait ardemment que ses enfants soient incontestables. C'est un mot qu'il employait d'ailleurs. Indéniable. Il voulait que Tariq et moi soyons des personnes que personne ne puisse ignorer. Il avait une idée très précise de ce que cela impliquait. Des études d'ingénieur, de médecine, ou un diplôme que l'on pourrait brandir en disant « Voilà la preuve que mon enfant a de la valeur ». Mon frère correspondait parfaitement à ce profil. Tariq était brillant, au sens où mon père l'entendait. Technique, précis, compétitif. Il a intégré un excellent programme. Ses entretiens d'embauche ont été brillants. Il s'exprimait en réunion avec l'assurance et l'autorité qu'on attend d'un homme d'affaires. Mon père rayonnait quand Tariq entrait dans une pièce. Je n'étais pas Tariq. Ma mère, Nadia, était une femme que je crois mieux comprendre aujourd'hui qu'à l'époque. Elle n'était pas cruelle. Je tiens à le préciser. C'était une femme qui avait passé 30 ans à exceller dans l'art de maintenir la paix au sein d'une famille où une seule personne décidait de la température de chaque pièce. Elle avait appris à apaiser, à calmer, à adoucir. Quand mon père disait quelque chose qui me blessait, elle venait me trouver plus tard et me disait une phrase douce, censée me réconforter, mais qui sous-entendait toujours, en filigrane, que c'était à moi de régler le problème. Vous savez comment il est, cette phrase. Je l'ai entendue des centaines de fois. Tu sais comment il est. Leila. Surtout, ne lui donne pas de raison. Ne lui donnez pas de raison. Comme si le problème était que je lui fournissais sans cesse des munitions. Comme si j'étais responsable de la température d'une pièce que je n'avais pas réglée. Je l'ai intériorisé. Comme vous. On intériorise les choses quand on est jeune. Pris dans un système, sans avoir les mots pour exprimer ce qui ne va pas. On en ressent simplement le poids et on suppose que c'est à nous de le porter. Ce manque de respect s'est manifesté à des moments précis. Permettez-moi de vous en citer quelques-uns, car je pense qu'il est nécessaire de les ressentir pour comprendre ce qu'ils ont engendré en moi. À 17 ans, j'ai remporté un concours régional d'entrepreneuriat. Une étude de cas où des équipes d'étudiants devaient concevoir une stratégie de redressement pour une entreprise fictive en difficulté. Mon équipe a gagné. J'étais responsable de l'analyse. Je suis rentrée à la maison avec un petit trophée et un certificat que j'ai posé sur la table de la cuisine. Mon père les a regardés. Puis il m'a regardé et a dit « Eh bien, mais ce n'est pas du vrai monde des affaires. Ce n'est pas du vrai business. » J'avais 17 ans. Je n'ai rien dit. J'ai ramassé le trophée et le certificat. Je les ai posés dans ma chambre, sur l'étagère au-dessus de mon bureau. Et je les ai longuement contemplés cette nuit-là. Je n'ai pas pleuré. Je ne sais pas pourquoi. Je les ai simplement regardés et j'en ai pris note mentalement, non pas de la blessure elle-même, mais de ce qu'elle m'apprenait. Ils ne considèrent pas cela comme réel. D'accord. Souviens-toi de ça. À 19 ans, j'ai annoncé à mon père que je voulais étudier la gestion d'entreprise. Il m'a demandé ce que je comptais faire ensuite. Je lui ai répondu que je voulais diriger quelque chose. Créer une entreprise. Peut-être travailler dans les opérations ou le conseil. Il m'a alors demandé, sans méchanceté, si je comprenais à quel point ce milieu était compétitif. Si je comprenais que c'était un monde qui favorisait certains types de personnes. Il n'a pas précisé lesquels. Mais son regard s'est brièvement posé sur mon frère. Puis est revenu sur moi. Et j'ai deviné la suite. Cette phrase avait son importance. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi à l'époque. Mais je l'ai mémorisée. À 22 ans, j'étais stagiaire dans une entreprise de logistique de taille moyenne. J'ai repéré
une inefficacité opérationnelle dans leur système de livraison du dernier kilomètre, qui leur coûtait environ 40 000 $ par an. J'ai rédigé un rapport que j'ai présenté à mon responsable. Il m'a remercié, a mis en œuvre la solution et l'a présentée lors d'une réunion trimestrielle avec le directeur, sans mentionner mon nom. Je le sais car une autre stagiaire présente à la réunion me l'a rapporté par la suite. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je sois furieuse. Je ne l'étais pas. J'ai pris note. Voilà comment fonctionne parfois le monde. D'accord. Souvenez-vous-en aussi. À 23 ans, je suis rentrée pour un dîner de famille et Tariq a annoncé qu'il avait obtenu une promotion importante dans l'entreprise où il travaillait. Mon père s'est levé. Il s'est vraiment levé, a fait le tour de la table et a enlacé mon frère avec une telle intensité, une étreinte si chaleureuse, que j'avais vu toute ma vie sans jamais la recevoir. Ma mère pleurait. L'atmosphère était bruyante et chaleureuse, comme illuminée d'une lumière qu'elle n'avait jamais eue depuis mon arrivée. 3 semaines auparavant, on m'avait discrètement proposé un petit contrat de consultant avec la société d'un ancien professeur, mon premier véritable contrat indépendant. Modeste mais réel, et je n'en avais parlé à personne. Car j'avais déjà appris que mes réalisations seraient soit ignorées, soit utilisées comme outil de comparaison pour démontrer à quel point j'étais en retard sur Tariq. Et aucune de ces deux choses ne m'était utile. Alors je me suis assis à cette table. J'ai applaudi mon frère. J'ai mangé et je me suis dit, je vais construire quelque chose qu'ils ne pourront pas ignorer. Je ne savais pas encore à quel point cela deviendrait vrai. La conversation qui a tout mis fin a eu lieu environ 1 an après ce dîner. J'avais alors obtenu mon diplôme. J'avais décroché un contrat de consultant, que j'avais mené à bien avec succès, obtenant 2 recommandations. Je vivais dans un petit appartement en colocation, travaillant de longues heures pour un salaire modeste, économisant avec acharnement et apprenant par moi-même soir. Week-ends, chaque instant libre, des compétences qui me manquaient mais dont je savais que j'aurais besoin. La modélisation financière, les bases du droit des contrats, l'analyse de marché. Je ne mangeais pas bien. Je dormais mal. Je construisais discrètement et méthodiquement quelque chose. Je n'avais pas encore de plan précis. Pas de plan détaillé. Mais j'en avais les grandes lignes. Je savais que je voulais posséder quelque chose. Je savais que je voulais que ce soit dans la logistique, le secteur dans lequel je travaillais. Celui que je connaissais déjà, et je savais que je devrais me débrouiller seule. Ce dernier point, je l'avais déjà accepté. Puis ma mère a appelé et m'a dit que mon père avait des soucis financiers. Un problème avec le fisc. Des complications avec son entreprise. Une petite activité d'import-export qu'il dirigeait depuis 15 ans. Elle ne m'a pas donné de détails. Elle a juste dit que ce serait bien si je pouvais rentrer quelque temps. J'ai compris ce qui se cachait derrière cette phrase. On a besoin de quelque chose de toi. Je suis rentrée chez moi. Je ne vais pas dramatiser les choses. J'ai passé 3 semaines à essayer d'aider discrètement. J'ai épluché des documents, identifié des problèmes structurels dans la catégorisation de l'entreprise et suggéré de consulter un expert comptable. Mon père tolérait ma présence comme on tolère quelque chose qu'on n'a pas demandé. Poliment. Avec une impatience à peine perceptible. Et puis un soir, après avoir mentionné avec précaution, pensais-je, de manière stratégique, que je croyais qu'il y avait une réelle opportunité dans un segment particulier du secteur de la logistique. Et que j'avais fait des recherches à ce sujet et réfléchi à la manière dont une petite entreprise pourrait se tailler une niche. Mon père m'a regardé et m'a dit « Léla, tu as de bonnes intentions. Mais tu n'as pas ce qu'il faut pour ce monde. Tu n'as pas la soif de victoire. Le petit plus. Je t'ai observé toute ta vie et je ne t'ai jamais vu te battre pour quoi que ce soit. » Je suis restée un moment à méditer là-dessus. Alors ma mère a dit doucement. De l'autre côté de la pièce. Nous pensons que tu devrais te concentrer sur quelque chose de plus stable. Un emploi dans la fonction publique. Peut-être quelque chose qui offre de la sécurité. Et puis mon père a dit, et je veux que vous compreniez qu'il l'a dit sans colère. Ce qui était en quelque sorte pire.
Tu es un fardeau que nous ne pouvons plus porter. Je veux vous expliquer l'effet de cette phrase sur une personne. Je veux vous en décrire la physique précise. La façon dont elle se propage dans l'air et arrive quelque part au centre de votre corps. Où elle reste immobile. Pas comme une blessure, à proprement parler. Plutôt comme une pierre posée sur une étagère à l'intérieur de vous. Lourde, omniprésente, et qui, d'une certaine manière, organise tout autour d'elle. J'ai regardé mon père. J'ai regardé ma mère. J'ai contemplé cette cuisine aux carreaux fissurés, à l'odeur de cardamome et à l'huile qui sifflait dans la poêle. Et puis il s'est passé quelque chose que je n'avais pas prévu, et que je n'aurais pas pu prédire. Je me sentais calme. Pas le calme hébété du choc. Pas le calme retenu par les sanglots étouffés. Autre chose. Quelque chose qui ressemblait à la clarté. Comme une pièce bruyante depuis des années qui devient soudainement silencieuse. Et vous réalisez que vous pouvez entendre vos propres pensées pour la première fois. J'avais passé 24 ans à essayer d'être vu par des gens qui, je m'en suis rendu compte à cet instant, ne me regardaient pas. Et la raison pour laquelle ils ne me regardaient pas n'avait rien à voir avec moi. Cela avait à voir avec eux. Avec ce qu'ils pouvaient percevoir. Avec les instruments dont ils disposaient pour percevoir. On ne peut vous voir sans que vous le sachiez. Et gaspiller son énergie à essayer est un choix. J'ai cessé de faire ce choix. Je me suis levé. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. J'ai repoussé ma chaise. J'ai dit « D'accord ». Et je suis parti. Ce fut le tournant. Badons l'histoire. En moi. Voici la partie que la plupart des gens omettent lorsqu'ils racontent ce genre d'histoire. Ils passent directement de la blessure à la victoire, sans aborder la phase intermédiaire. Oh, cette phase intermédiaire est essentielle. C'est là que la personne se forge véritablement sa personnalité. La période intermédiaire, pour moi, a duré 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai quasiment disparu. Pas de façon spectaculaire. Pas comme quelqu'un qui claque la porte, rend les ponts publiquement et publie un communiqué. Je suis simplement devenu injoignable. Je répondais aux rares messages de ma mère par des réponses brèves et polies. J'envoyais des cartes au moment opportun. Je ne rendais pas visite. Je ne donnais aucune explication. Je ne disais à personne, sous aucun prétexte, ce que je construisais. C'est important, car des gens observaient des proches, des amis de la famille, des personnes bien intentionnées qui s'intéressaient à la situation, et ils ont interprété mon absence comme la preuve même de ce que mon père avait dit. Que j'avais échoué, que j'avais reculé, que la fille qui avait toujours été un peu sensible avait finalement capitulé. Je les ai laissés croire cela. Je tiens à être très précise sur la décision que j'ai prise durant ces 3 années. Car je pense que c'est la chose la plus importante que je puisse vous dire. Et c'est ce qui est le moins instinctif quand on souffre. Quand on est blessé, l'instinct est de se justifier immédiatement. De riposter. De se disputer. De montrer sur le champ qu'ils ont tort. Cet instinct est compréhensible. Mais il est presque toujours erroné. Car une preuve immédiate est bruyante. Émotionnelle et facile à rejeter. La personne qui vous a blessé peut simplement vous accuser d'être sur la défensive, de réagir de façon impulsive, de désespérer. Et la conversation se concentre alors sur votre réaction plutôt que sur son erreur. Ce qui ne peut être ignoré. C'est un immeuble dont le bail porte votre nom. J'ai donc construit le bâtiment. Voici à quoi ont ressemblé ces 3 années. 6 mois plus tard, j'ai terminé mon 2e contrat de consultant et j'ai utilisé les revenus, ainsi que toutes mes économies, pour créer une petite entreprise. Elle s'appelait, et je tiens à préciser le nom, car il a son importance, Amine Logistique Solutions. J'ai utilisé mon nom de famille. Je l'ai utilisé en sachant que mon père pourrait un jour le voir. Je l'ai utilisé comme nom provisoire, en attendant de lui donner une signification plus précise. La société n'a rien fait de spectaculaire durant sa première année. Elle proposait des services de conseil opérationnel à 3 petites entreprises du secteur de la logistique régionale.
Elle était modeste. Elle couvrait ses propres frais et me laissait une marge de manœuvre très réduite pour vivre. Je ne percevais pas de salaire significatif. Je payais mon loyer. Je mangeais simplement. Je travaillais. Mais voici ce que je faisais en coulisses. Et c'est ce que je veux que vous compreniez. J'apprenais la géographie. Chaque contrat était une leçon sur un aspect précis du secteur. Les zones d'inefficacité. Les flux financiers. Les lacunes laissées par les grands acteurs. Trop importants et trop lents pour bien servir les PME. Je dressais une carte. Non pas du secteur en général, mais d'un segment spécifique. La logistique régionale du dernier kilomètre pour les petits fabricants qui avaient besoin d'une flexibilité que les grandes entreprises ne pouvaient offrir. Ce n'était pas un marché glamour. Ce n'était pas le genre de marché dont on parlait dans les magazines. C'était un marché pragmatique et sans éclat. Et je le comprenais mieux que presque personne d'autre dans ce secteur. Car j'y avais passé des années. Invisible. Et les personnes invisibles voient des choses qui échappent aux personnes visibles. La deuxième année, j'ai embauché ma première véritable employée. Senna, coordinatrice logistique. Forte de 8 années d'expérience dans une entreprise de transport de taille moyenne. Elle maîtrisait les aspects opérationnels. Contrairement à moi. Nous travaillions dans un espace de coworking. Nous avions 6 clients et aucun financement extérieur. Notre processus fonctionnait et nous avions acquis, au sein d'un petit cercle, la réputation d'être fiable, rapide et capable de résoudre des problèmes que d'autres entreprises jugeaient trop complexes. Ce dernier point, ma volonté de résoudre les problèmes que d'autres négligent, n'était pas fortuit. Je l'avais choisi délibérément. Car les problèmes que d'autres ignorent sont ceux qui, une fois résolus, engendrent la fidélité. Et la fidélité, dans le secteur des services, est le seul véritable atout. En deuxième année, j'ai aussi fait quelque chose qui, à l'époque, ressemblait à un pari risqué. Il y avait dans notre région une petite entreprise d'entreposage familial, avec 3 sites, dirigée par un homme d'une 60aine d'années qui n'avait prévu aucune succession et dont les enfants ne s'intéressaient pas à l'entreprise. En d'autres termes, il cherchait à se retirer. L'entreprise n'était pas en faillite. Elle stagnait. Tout simplement. Et il était épuisé. J'ai passé 4 mois à tisser des liens avec lui. Non pas pour racheter l'entreprise, du moins au départ, mais simplement pour la comprendre. J'assistais aux réunions. Je posais des questions pertinentes. Je lui ai recommandé 2 clients et je l'écoutais. Et puis, au bon moment, j'ai fait une offre. Je tiens à être précis sur les détails financiers, car je pense que l'on a tendance à idéaliser ces moments et à les dénaturer. Je ne pouvais pas lui offrir directement la valeur de l'entreprise. Je n'en avais pas les moyens. Je lui ai donc proposé une acquisition structurée. Un acompte, le solde étant versé progressivement, et il conservant un rôle de conseiller pendant 18 mois. C'était une structure ingénieuse. Son avocat l'a examinée et l'a jugée équitable. Il a signé. J'avais 27 ans. Je possédais 3 entrepôts. C'est à ce moment que l'histoire commence à changer de forme. La 3e année fut celle où le mouvement commença. En intégrant des capacités d'entreposage à ses services de conseil et de coordination. Amin Logistic Solutions a évolué. Plus qu'un simple conseiller. Nous sommes un véritable opérateur. Nous pouvons offrir à nos clients une solution qu'aucun consultant ou transporteur classique ne peut proposer. Une gestion intégrée. Nous prenons en charge vos itinéraires, votre entreposage et votre livraison du dernier kilomètre. Un seul contrat. Un seul interlocuteur. Une seule équipe qui connaît parfaitement votre activité. Dans un marché où les petits fabricants étaient de plus en plus exaspérés par la fragmentation des services logistiques jonglés avec de multiples fournisseurs. Gérer de nombreuses factures. Pallier les problèmes de coordination entre transporteurs et entrepôts. Cette solution était plus qu'attrayante. Elle représentait, pour certains clients, la réponse à un problème qu'ils rencontraient depuis des années et qu'ils croyaient insoluble. Nous avons grandi. Pas de façon fulgurante, mais de façon régulière.
ce qui est en réalité plus durable. La 3e année. Nous avons accueilli 11 nouveaux clients, acquis un 4e site et non construit, et constitué notre première équipe de direction complète. J'ai recruté un directeur financier et un directeur des opérations. J'ai promu Sana au poste de coordinatrice senior et je l'ai vue devenir une personne exceptionnelle. Nous comptions 22 employés à temps plein. Notre chiffre d'affaires était tel que, pour être honnête, je n'y aurais pas cru 3 ans plus tôt. Et je n'en ai parlé à personne dans ma famille. Pas un seul mot. Je souhaite expliquer pourquoi, car je pense que cela nécessite une explication. Ce n'était pas de la cruauté. Et ce n'était pas une stratégie au sens froid et calculé du terme, pas entièrement. C'était quelque chose de plus fondamental. J'avais passé 24 ans à évoluer au sein d'un système qui avait une idée préconçue de qui j'étais. Et chaque fois que j'avais apporté la preuve que cette idée était fausse, le système avait trouvé le moyen d'intégrer ces preuves sans se remettre en question. C'est le propre des systèmes. Ils résistent au changement car se remettre en question implique de reconnaître ses erreurs. Et reconnaître ses erreurs est difficile. Le seul moyen de rendre une mise à jour inévitable était de rendre les preuves si volumineuses, si structurelles, si impossibles à réinterpréter autrement que comme elles l'étaient, que le système n'aurait pas le choix. Je rassemblais ces preuves. Et pendant ce temps-là, dans le silence magnifique et libérateur de n'être l'objet de l'attention de personne, je devenais exactement celle que j'allais toujours être. Le moment où le silence a pris fin n'était pas de mon choix. C'était un mardi de fin d'automne, 3 ans et 4 mois après avoir quitté la cuisine de mes parents. J'étais dans mon bureau, un vrai bureau maintenant, avec une porte, une fenêtre et une vue sur un parking. Ce qui peut paraître peu romantique, mais qui était à mes yeux la plus belle chose que j'ai jamais possédée quand mon téléphone a sonné. C'était Tariq. Je n'avais pas parlé à Tariq depuis plus de 2 ans. Non pas par colère, je tiens à le préciser, mais simplement parce que nos échanges n'avaient plus rien d'utile. Il vivait dans le système familial. J'étais sortie de ce système. Nos mondes ne se croisaient plus. Mais il a appelé. J'ai répondu. Et il y avait dans sa voix quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. Et il a dit, « Lila, je dois te dire quelque chose. » J'ai dit, « D'accord. » Il a dit, « Les affaires de Baba, il y a des problèmes. De sérieux problèmes. Il s'en occupe depuis un certain temps. Il ne voulait en parler à personne. Mais on en est arrivé à un point où il a marqué une pause. Il y a un problème avec un créancier. Et certains contrats n'ont pas abouti. Et il y a un risque juridique potentiel qui, selon nous, nécessite de consulter un expert. J'ai laissé cette idée planer un instant. J'ai alors demandé, quel genre d'expertise? Tariq a dit, logistique connexe. Restructuration opérationnelle. Quelqu'un qui comprend le secteur de l'import-export et qui pourrait analyser la situation, il s'est interrompu. Je sais que vous avez une certaine expérience dans ce domaine grâce à votre travail de consultant. Je me suis dit que vous connaissiez peut-être quelqu'un. Ou que vous pourriez nous aider à en trouver un. J'ai noté travail de consultant. C'est comme ça qu'ils ont compris ce que je faisais. Du travail de consultant. Petit. En marge. Quelque chose qui m'avait permis de rester modeste et occupé. J'ai dit. Je vais me renseigner. Ce n'était même pas le pire de ce qui allait se produire. Ou le meilleur, selon le point de vue. J'ai raccroché. Assis dans mon fauteuil. À mon bureau. Je contemplais longuement le parking. Et je ressentis, je tiens à être précis, non pas du triomphe, ni une forme de revanche, ni même la satisfaction que j'avais imaginé éprouver à cet instant. J'éprouvais quelque chose que je ne peux décrire que comme une sorte de tristesse, qui me surprit. Une tristesse sourde et silencieuse, face à la tournure qu'avaient prise les choses. Qu'au moment où mon père avait eu besoin d'aide, celle-ci soit revenue, à mon insu, vers moi. Que la boucle se soit bouclée ainsi. Je n'allais pas prétendre que c'était quelqu'un d'autre. Cela n'a jamais été une option. Mais j'allais laisser le moment être ce qu'il était.
J'ai réuni mon équipe. J'avais un directeur financier. J'avais un conseiller juridique. J'avais le contexte. J'ai dit, je dois examiner une situation professionnelle. Famille. Traitez-la comme n'importe quelle autre admission. Je vais vous parler de la réunion maintenant. Tariq avait organisé cette mission comme une consultation. Mes parents ont été informés de la venue d'un consultant en restructuration logistique, quelqu'un que Tariq avait contacté chargé d'analyser la situation de l'entreprise et de fournir un rapport. Mon père avait donné son accord. Il n'était pas en mesure de refuser. Je tiens à ce que vous compreniez la situation de l'entreprise de mon père à ce stade. Il ne s'agissait pas d'un échec retentissant, mais plutôt d'une lente dégradation. Pendant plus de 15 ans, l'entreprise avait accumulé de petites inefficacités, gérables tant que les marches étaient confortables. Cependant, avec l'intensification de la concurrence et le non-renouvellement de plusieurs contrats importants, ces inefficacités étaient devenues structurelles. Un créancier, à qui l'on devait une somme importante, avait entamé des poursuites judiciaires. Le loyer d'un entrepôt était supérieur aux revenus qu'il générait. Enfin, mon père ne pouvait se permettre de licencier 4 employés. Par attachement, par loyauté et par refus d'admettre la gravité de la situation. Exposition totale. Gérable. Mais seulement avec une intervention appropriée. Je me suis rendu à la réunion en voiture. J'étais en tailleur sombre. Ma directrice financière, Bria Mehta, m'accompagnait. Elle nous avait rejoints 8 mois plus tôt, en provenance d'une banque régionale, et était devenue, entre-temps, l'une des personnes les plus précieuses de l'entreprise. Elle gérait un portefeuille de dossiers. Nous étions professionnels et bien préparés. Je n'avais pas dit à Tariq qui j'amenais. J'avais seulement dit un associé. Nous sommes arrivés à l'adresse indiquée. Un petit bureau au-dessus d'un local commercial. Un endroit que j'ai reconnu de mon enfance. Un lieu que mon père avait loué pendant des années. Nous sommes montés à l'étage. Tariq était dans le couloir et, lorsqu'il m'a aperçu, il s'est arrêté. Son visage a passé par plusieurs expressions successives. Reconnaissance. Confusion. Nouvelle reconnaissance. Et puis, derrière tout cela, quelque chose de prudent et de maîtrisé que j'ai compris. Il a dit, Lila. J'ai dit, bonjour, Tariq. Il a dit, vous êtes le consultant. J'ai dit, je le suis. Il regarda le docteur Mehta. Il regarda le portefeuille. Il me regarda à son tour. Il a ensuite dit quelque chose que je garderai pour moi. Car c'était sincère et spontané. Et je n'ai pas le droit de le révéler. Mais cela m'a permis de savoir où il se trouvait. Et cela a facilité le reste de la matinée. Nous sommes entrés. Mon père était assis en bout de table, autour d'une petite table de conférence. Une troisième personne se trouvait dans la pièce. Le comptable de la famille, qui tenait les comptes depuis quelques années et dont l'implication dans cette situation était, comme je l'avais déjà constaté d'après les documents envoyés par Tariq, plutôt mitigé. Il leva les yeux à notre arrivée. Mon père leva les yeux. J'ai regardé la séquence. Il m'a vu. Son expression s'est nuancée, familière, puis confuse, puis quelque chose qui a tenté de se neutraliser sans y parvenir tout à fait. Il a dit, Lila. Quoi? Et j'ai dit calmement. Et je veux dire calmement comme l'eau qui dort. Bah calmement fin. Mais vraiment calmement bonjour. Bah. Je suis là pour vous aider. Si vous me le permettez. Un silence s'installa. Il ne fut pas de courte durée. Je me suis alors assis. Le docteur Mehta s'est assis à côté de moi. J'ai ouvert le dossier que j'avais préparé et j'ai dit. Nous avons examiné les documents que Tariq nous a transmis. J'aimerais commencer par la situation des créanciers. Car c'est la plus urgente. Puis aborder les problèmes structurels. Cela convient-il à tout le monde? Le comptable regarda mon père. Mon père me regarda. Et il a dit. Que voulez-vous dire par nous avons examiné? J'ai dit. Mon entreprise les a examinés.
Amin Logistique Solutions. Nous sommes situés à une vingtaine de minutes d'ici. Nous avons actuellement 3 sites et un 4e en construction. Nous employons 42 personnes. Nous sommes spécialisés dans la restructuration opérationnelle dans le secteur de la logistique régionale. Ce qui correspond à vos besoins. Un autre silence. Le docteur Mehta a ouvert le portefeuille. J'ai observé le visage de mon père. Je veux être honnête sur ce que j'ai vu. Car je pense que la version simpliste de cette histoire le montrerait simplement humilié. Et ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Ce que j'ai vu était plus complexe. Un homme fier. Un homme qui s'était fait tout seul. Un homme arrivé dans ce pays avec $40 et qui avait bâti quelque chose de concret, confronté au fossé entre sa décision concernant sa fille et la réalité qui se trouvait en face de lui. Pas en situation de crise. Pas pris au dépourvu. Préparé. Avec les ressources nécessaires. Et présent. Cet écart. C'est ce que j'ai vu chez lui en train de comprendre. Sa bouche s'ouvrit et se ferma une fois. Puis il dit. Très doucement. C'est vous qui avez construit ça. J'ai dit. Oui. Il a dit. Quand? J'ai dit. Au cours des 4 dernières années. Environ. Il regarda Tariq, qui n'était pas encore assis, qui se tenait toujours près de la porte comme s'il n'était pas sûr de quelle version de la pièce il entrait. Puis mon père s'est retourné vers moi. Et il ne dit rien. Et je l'ai laissé se taire. J'ai laissé le silence s'installer, profond et imperturbable, comme il se doit lorsqu'une pièce est le théâtre d'un travail important que les mots viendraient interrompre. J'ai alors dit. Puis-je vous expliquer le déroulement de l'évaluation? L'évaluation a duré 2 heures. Je ne vous détaillerai pas tout, car les aspects techniques ne sont pas essentiels. L'important, c'est ce qui s'est passé dans la pièce. Le changement progressif et perceptible de l'organisation de l'espace. Le comptable, arrivé avec une assurance certaine, sûr de son rôle d'expert, s'est fait de plus en plus discret tandis que le docteur Mehta présentait l'analyse financière et que je décrivais la situation opérationnelle. Non pas que quiconque ait cherché à le dénigrer, mais parce que la précision de notre présentation mettait en évidence, par comparaison, la précision de son travail précédent. Et il n'y avait tout simplement rien à ajouter. Au fil de la séance, Tariq passa de la position debout, près de la porte, à une place assis à la table. À un moment donné, sans que je m'en aperçoive précisément, il commença à prendre des notes. Mon père était assis et écoutait. Il a posé 3 questions. C'étaient de bonnes questions. Je dois le reconnaître. Il avait toujours été perspicace. Et chaque fois que je répondais directement et complètement. Sans artifice. Sans l'intonation de quelqu'un qui cherche à se justifier. Parce que je ne cherchais rien à prouver. La preuve était déjà là, dans la pièce, et elle n'avait pas besoin de mon aide pour être racontée. La situation avec les créanciers était résoluble. J'ai expliqué comment. Une discussion sur la restructuration était possible si elle était menée correctement. Et j'avais un contact, une relation tissée au cours de 4 années d'activité dans le même secteur qui pouvait faciliter les choses. Le problème de l'entrepôt nécessitait la résiliation du bail. Ce qui était moins compliqué que ce que le comptable avait laissé entendre. Il y avait des clauses dans le contrat qu'il n'avait visiblement pas lues attentivement. La situation des employés était la plus délicate. Mais des solutions permettaient d'éviter les licenciements si la restructuration opérationnelle était menée correctement. Au bout de 2 heures, nous avions un cadre concret, détaillé et exploitable. Le docteur Mehta avait rédigé un résumé d'1 page. J'avais expliqué chaque élément à mon père. Puis j'ai fermé mon dossier. Et je l'ai regardé. Et il m'a regardé. Voici ce qu'il a dit. Il a dit. Je ne savais pas. J'ai dit. Je sais. Il a dit. Pourquoi n'avez-vous pas? Je l'ai laissé se retenir. Je l'ai laissé entendre la question qu'il allait poser. Car je pensais qu'il avait besoin de l'entendre. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Et je l'ai vu comprendre en direct. J'ai vu son visage se transformer. Quelle était la réponse?
que la question elle-même contenait la réponse. Que je ne leur avais rien dit parce que le faire aurait signifié entrer. Une fois de plus, dans une pièce où l'issue était prédéterminée. Et j'en avais assez des issues prédéterminées. J'ai dit doucement. Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte maintenant, c'est de régler ce problème. Il regarda ses mains, repliées sur la table devant lui, de la même manière qu'elle l'avait été sur la table de la cuisine 7 ans plus tôt, lorsqu'il m'avait lu le bulletin météo. Puis il a dit quelque chose que je souhaite partager car je pense que c'est important. Et parce que c'est la partie de cette histoire à laquelle je pense le plus. Et il a dit « Je me suis trompé à ton sujet. Pas un simple « je suis désolé ». Ni une explication. Ni une justification. Ni une reformulation. Juste ça. Simple. Sans fioriture. Direct. J'ai dit « Oui. » Vous l'étiez. Et puis j'ai dit « Je suis toujours ta fille. » Ma mère, qui était entrée à un moment donné pendant la 2e heure et qui était assise très tranquillement près de la fenêtre, a alors émis un son que je ne vais pas décrire car il n'appartient qu'à elle et à cette pièce. Nous avons redressé l'entreprise au cours des 6 semaines suivantes. Parfaitement. Je tiens à le dire honnêtement. Certaines choses étaient irrécupérables. Et ce qui restait était plus petit qu'avant. Mais c'était viable. Le créancier a accepté un remboursement échelonné après une conversation facilitée par mon contact, qui s'est déroulée exactement comme je l'avais prévu. Le bail a été résilié avec une pénalité modique. 2 des 4 employés ont été conservés dans des fonctions restructurées. L'activité a pu se poursuivre. Mon père et moi entretenons aujourd'hui une relation que je qualifierais de prudente, honnête et sincèrement reconstruite. Lentement mais sûrement. Elle n'est pas aussi chaleureuse que je l'aurais souhaité enfant. Mais elle est authentique. Et j'ai fini par comprendre que c'est ce qu'il y a de mieux. Tariq m'appelle maintenant. On parle surtout de travail. Ce qui est nouveau. Étranger agréable. Ma mère, je retourne dans cette maison au carrelage fêlé. Parfois, je reste dîner. L'air embaume la cardamome. L'huile crépite encore dans la poêle. Mais la température de la pièce est différente maintenant. Et je ne l'ai pas changée en exigeant qu'elle change. Je l'ai changée en devenant quelque chose qui a réorganisé la gravité de la pièce sans demander la permission. J'ai dit au début de ce récit que j'avais tout noté par écrit pendant des années. Je devrais vous expliquer ce que j'entends par là. À partir de mes 17 ans environ, depuis que j'ai gagné ce concours d'entrepreneuriat et que mon père m'a dit « ce n'est pas du vrai business », j'ai commencé à tenir un registre. Pas un journal intime à proprement parler. Plutôt un livre de comptes. Des observations. Des schémas. Des choses que les gens disaient et qui contenaient des informations sur leur vision du monde. Leurs angles morts et l'écart entre perception et réalité dans chaque situation. J'ai rempli ton cahier. Je ne vous dis pas cela pour insinuer que, dès l'âge de 17 ans, je suivais un plan machiavélique. Ce n'était pas le cas. Je faisais simplement ce que j'ai toujours fait. Être attentif, mémoriser, et chercher la structure sous-jacente. Ce que je vous dis, c'est que ces carnets existent. Et ils existent parce que quelque part en moi, même à 17 ans, je comprenais que ce que je vivais, c'était des données. Et les données ne sont inutiles que si on ne les utilise pas. Je les utilisais. Amine Logistique Solutions exploite désormais, depuis cette année, 5 sites et emploie 67 personnes. Au printemps dernier, nous avons finalisé l'acquisition d'un concurrent, une entreprise légèrement plus importante que la nôtre, qui avait atteint un plafond de verre et qui avait besoin, comme nous l'avons constaté, précisément de la clarté structurelle que nous avions mis des années à développer. L'intégration est en cours. Comme souvent dans ce genre de situation. C'est complexe, intéressant et personnel. J'ai 31 ans. Je ne suis pas arrivé là où je suis parce que quelqu'un croyait en moi. J'y suis arrivé parce que j'ai cessé d'attendre que quelqu'un croie en moi et que j'ai commencé à construire quelque chose qui n'avait pas besoin de croyance pour exister. Il existe une version de cette histoire où je vous dis que tout est réglé.
Que mon père et moi avons trouvé une réconciliation parfaite. Que les blessures sont cicatrisées et que la boucle est bouclée. Cette version serait simple. Elle serait satisfaisante d'une certaine manière. Mais la version réelle est plus intéressante. La vérité, c'est que je suis en couple avec un homme qui m'a sous-estimé et qui le sait maintenant. Et nous essayons, tous les deux, de comprendre ce que cela implique. La vérité, c'est que je suis une femme qui conserve 11 carnets d'observation et qui dirige une entreprise fondée sur la rigueur de l'observation. Une rigueur forgée, en grande partie, par ce qui s'est passé dans la cuisine avec le carreau fêlé, la cardamome et l'huile qui sifflait. Je ne suis pas reconnaissant de cette blessure. Je ne crois pas que les blessures appellent à la gratitude. Mais je vois clairement ce qu'elle a engendré. Et je refuse de prétendre qu'elle n'a rien engendré. Je voudrais terminer avec un passage que j'ai retrouvé dans un de mes anciens carnets, une entrée datant de mes 21 ans environ. J'étais assis à la bibliothèque. Et je crois. Je travaillais sur un projet. Et j'ai écrit ceci. Ceux qui vous rejettent essaient de vous dire quelque chose. Ils vous disent que vous avez besoin d'une autre preuve. Donnez-la leur. Non pas pour eux, mais pour vous-même. Construisez quelque chose qu'ils pensaient impossible. Et laissez l'existence de cette chose parler d'elle-même. Je relis ça et je me dis. Oui. C'est ça. C'est exactement ça. Construisez-le. Qu'elle existe. Laissez-le parler. Je m'appelle Leila Amin. J'ai 31 ans. Et le bail de l'immeuble porte mon nom.